Bonsoir, nous sommes donc à Interexpo pour cette conférence qui s'intitule Le parcours patient bénéficiaire. Et pour en parler, je suis avec nos invités, donc Dominique Lebrun, bonjour, vous êtes présidente de l'Orsac. Cécile Charmont, bonjour, vous êtes cadre supérieur de santé au centre psychothérapique de l'Ain. Monsieur Jérôme Belfi, vous êtes cadre de rééducation à l'Orsac sur Bourg-en-Bresse. Hein. Voilà. Et puis, mon dernier interlocuteur, c'est Alexandre Clément, qui est directeur adjoint de 3 services. Alors, c'est là que ça se complique un peu. Je vais essayer de faire simple. Dont le SEMSA du CRLC, ça va, je ne me suis pas trompée, qui est donc le service d'accompagnement pour des adultes cérébraux lésés. Voilà. Ouf. Alors, Dominique Lebrun, donc présidente de l'Orsac, comme je le disais. Donc l'Orsac, pour ceux qui ne connaissent pas, dans l'Ain, tout le monde connaît, on est bien d'accord. C'est une association d'Auvergne-Rhône-Alpes qui est née sur le plateau d'Hauteville en 1937. Et qui gère 84 établissements de santé, donc dans la santé mentale, rééducation, personnes âgées, alors là je lis ma petite fiche parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Personnes âgées, handicap, protection de l'enfance et insertion. On n'a rien oublié ? On n'a rien oublié, donc c'est parfait. Donc voilà l'Orsac. Alors pourquoi parle-t-on aujourd'hui de plus en plus de parcours de soins et même de parcours de vie ? Merci, bonsoir. Alors, cette notion de parcours, finalement, elle a une dizaine d'années environ, hein, et elle a été à plusieurs reprises évoquée dans les différentes lois concernant l'organisation de nos systèmes de santé. Et en fait, elle répond à un constat que tous les professionnels ont fait, et même les patients, le constat du cloisonnement de notre système de santé avec effectivement les soins de ville, l'hôpital, le médico-social, le social, et le fait que jusqu'à ce qu'on évoque la notion de parcours, tout s'organiser par les professionnels, mais certainement pas autour du patient. Et ça, c'est effectivement la nouveauté de cette approche par le parcours, c'est de remettre le patient comme le centre du système. Alors, on ne le mesure pas forcément, mais c'est quand même une évolution majeure dans l'organisation. Et cette évolution, elle est complexe à mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'on n'en voit pas nécessairement tous les résultats aujourd'hui, parce qu'elle suppose que les professionnels de santé, les professionnels du médico-social, coordonnent leurs actions et coordonnent la prise en charge du patient et du bénéficiaire quand on passe dans le secteur médico-social. Et cette approche, donc à la fois coordonnée et concertée des professionnels, elle n'est pas facile à mettre en œuvre. La médecine de parcours, puisqu'on parle aujourd'hui de médecine de parcours, c'est aussi un grand changement de paradigme pour l'ensemble des professionnels et des structures qui doivent s'organiser autour du patient. Et vous l'avez dit, on parle effectivement aujourd'hui de parcours de soins, de parcours de santé, mais on parle aujourd'hui de plus en plus de parcours de vie qui prennent en compte effectivement l'environnement du patient, sa famille, son activité professionnelle, son logement. Et le choix qui a été fait ce soir à travers cette conférence, c'est effectivement d'illustrer au sein de l'Orsac, hein, et vous avez effectivement cité un peu la richesse de nos activités, donc de pouvoir illustrer des parcours de soins, donc comme on va le voir, et également des parcours de vie avec l'intervention d'Alexandre. Voilà. Alors, Cécile Charmont, merci à vous, hein, Madame Lebrun. Cécile Charmont, comment s'organise la prise en charge du patient en psychiatrie ? Alors, vous avez des micros.
Alors, je vais déjà commencer par présenter notre établissement, puisqu'il est implanté sur tout le département, ce qui nous permet de comprendre comment s'organisent les soins. Alors, on parle bien donc du CPA, du Centre psychothérapeutique de l'Ain. Donc, il assure les missions de service public sur la santé mentale pour tout le département. Et ce sont pas moins quand même de 15 000 patients qui sont pris en charge par notre établissement. Principalement en ambulatoire, puisque c'est 90% de l'activité qui se situe en ambulatoire. Et sur ces 15 000 patients, c'est 3 000 enfants aussi et adolescents qui sont suivis. C'est 71 services de soins, dont 13 unités d'hospitalisation qui représentent 310 lits. Donc, l'organisation des soins, elle se fait selon le principe de la sectorisation, c'est-à-dire que c'est l'adresse du patient qui va déterminer l'endroit où le patient va pouvoir bénéficier de soins. Il y a aussi un pôle de pédopsychiatrie donc, qui s'occupe de tout le département, de même qu'un pôle de gérontopsychiatrie, pareil, qui irradie sur tout le département. Nous avons aussi un pôle de réhabilitation et de réadaptation, donc qui est en transversal pour tous les patients, et une unité d'évaluation et d'orientation qui va prendre en charge les primo-arrivants afin de construire un projet de soins. Et nous avons aussi des équipes mobiles de première et de seconde ligne, dont certaines sont spécialisées dans certaines prises en charge. Donc, comment ça s'organise, les soins hospitaliers? Donc, on voit déjà un peu la complexité des parcours possibles, avec en premier lieu donc, une unité d'évaluation et d'orientation pour les primo-admissions. Donc, ces patients vont bénéficier, dans une prise en charge très rapide de moins de 7 jours, d'une évaluation permettant à la plupart des patients, c'est-à-dire la moitié des patients, un retour à domicile après une prise en charge. Ensuite, on peut proposer aux patients des prises en charge sur du moyen terme, c'est-à-dire dans des unités d'admission dont certaines sont consectorisées, puisque nous travaillons avec la sectorisation, donc avec 4 secteurs. Le secteur centre qui regroupe la zone de Bourg et de la périphérie, la zone sud du département, la zone ouest du département et la zone est, qui est vers le pays de Gex et Oyonnax. Donc, l'adressage se fait donc via les centres médico-psychologiques qui sont donc en première ligne pour la consultation et le suivi des patients. Et tous les patients doivent passer par les services d'urgence afin de bénéficier d'une première évaluation. Donc, l'adressage en hospitalisation est toujours un adressage médical. On ne peut pas arriver sans un avis médical sur notre établissement. Nous voyons ensuite dans la dernière colonne donc, des services de long séjour qui sont réservés aux patients au long cours, mais donc qui ont un projet à travailler sur une orientation médico-sociale ou sur un projet de logement, dont certains sont plus spécialisés, comme le service budget de réhabilitation qui permet à des patients aussi de bénéficier d'un foyer thérapeutique qui travaille vraiment le projet du patient et l'accompagnement sur du médico-social ou en hébergement individuel. Nous avons aussi 11 lits de pédopsychiatrie, donc pour tout le département, et 23 lits de gérontopsychiatrie. Comment accéder aux soins? Donc, ce schéma-là montre la complexité du parcours patient. Enlevez les mots de la bouche. Voilà. Je veux dire, là, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Néanmoins, cela montre aussi à quel point nous pouvons individualiser les prises en charge en proposant donc, des soins vraiment individualisés en fonction donc, du parcours du patient. Et comme disait Madame Lebrun, nous travaillons avec le patient puisqu'il est co-auteur de son projet et nous travaillons avec lui sur ça. Donc, préférentiellement, la prise en charge commence via un CMP avec un adressage d'un professionnel en libéral qui va nous permettre de faire une première évaluation puisque les personnes qui font une demande de soins peuvent être reçues dans les 7 jours suivant leur demande par un infirmier. Et ensuite, la situation de soins donc, va être évaluée en équipe et on va proposer en général une prise en charge multidisciplinaire qui permet, pareil, de co-construire ce projet de soins donc, en fonction du besoin de la personne. Donc, tout type de soins peuvent être proposés dans ces centres de consultation. Donc, des entretiens médicaux, des entretiens avec des psychologues, des infirmiers, des assistants de services sociaux et pour certains pôles, donc, des rééducateurs qui peuvent participer à la prise en charge. Donc, les prises en charge conjointes, bien évidemment, sont possibles.
Et puis, nous proposons aussi des soins en hôpitaux de jour qui sont des alternatives à l'hospitalisation, puisque l'hospitalisation doit être vraiment considérée comme un dernier recours. Nous devons mettre en œuvre tous les soins possibles pour éviter aux patients cette hospitalisation qui peut être délétère. Nous avons aussi des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel qui sont plutôt destinés aux patients au long cours qui ont besoin d'activités à médiation, leur permettant de se réimpléter dans la cité et d'avoir une vie avec une bonne qualité de vie autour de leur environnement habituel. Nous avons aussi donc des équipes mobiles de secteur et des équipes mobiles spécialisées qui sont des interlocuteurs privilégiés, particulièrement pour les patients qui ne sont pas en demande de soins et qui sont dans la capacité de se rendre aux soins. Donc ces équipes mobiles vont pouvoir aller faire des évaluations au domicile ou sur le lieu de vie du patient et proposer des soins adaptés et les accompagner jusqu'au centre de soins où ils vont pouvoir bénéficier d'une prise en charge. La particularité aussi de notre travail et de cette spécialité médicale est aussi de proposer des soins sans le consentement des patients, puisque leur pathologie ne leur permet pas toujours de comprendre la nécessité des soins. Mais nous travaillons, ce travail thérapeutique que nous menons permet à ces patients de devenir acteurs de ces soins en accédant à une meilleure connaissance de leur pathologie. Et on les accompagne aussi dans l'acceptation de cette pathologie. L'objectif étant qu'ils deviennent les acteurs de la prise en charge, participant à l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut préférentiellement donc, une primo-évaluation par un médecin, qu'il soit en libéral ou dans un service d'urgence, afin de demander la prise en charge, parce que sinon ça a tendance à ralentir le délai de prise en charge qui parfois peut être long, faute de professionnels sur le terrain. Alors que là, c'est 7 jours, c'est ce que vous disiez. Un infirmier peut recevoir un patient dans les 7 jours. Ensuite, la demande est étudiée en équipe et les délais, malheureusement, peuvent s'allonger pour rencontrer un médecin dans certaines zones qui sont moins pourvues. Mais ça permet une évaluation quand même très fine de la situation. Et d'intervenir en urgence aussi, la nécessité. Voilà, donc plutôt rapide si nécessaire. Oui, plutôt rapide si nécessaire. On sait s'adapter à la demande. Donc, en cas d'inquiétude sur une personne qui est dans l'incapacité de venir se rendre sur un CMP, on peut tout à fait appeler les équipes mobiles, peu importe laquelle, et ces équipes mobiles vont pouvoir évaluer, réorienter si nécessaire, et on n'aura pas à taper à toutes les portes pour obtenir une réponse. Et donc là, ça se fait en direct, c'est-à-dire c'est la famille, l'entourage. La famille, le partenaire peut nous appeler en disant « Nous sommes inquiets pour cette personne, elle n'est pas très bien, on n'arrive pas bien à comprendre ses symptômes. Est-ce que vous pouvez faire une évaluation ?» Donc là, les équipes mobiles se déplacent avec les partenaires ou les gens qui ont appelé, les familles, et qui font une évaluation. Et qui peuvent permettre à ces personnes d'accéder aux soins en les accompagnant sur des prises en charge rapides et leur permettant d'aller dans les centres médico-psychologiques. Il faut bien considérer aussi que l'hospitalisation en psychiatrie est un dernier recours. Nous devons mettre en œuvre tous les soins possibles avant de proposer cette prise en charge, puisqu'elle peut être délétère pour le patient, avec une perte d'autonomie qui peut être possible. Elle est réservée à la crise et elle ne peut être en aucun cas une solution d'hébergement. Donc on ne peut pas proposer une hospitalisation faute de place en hébergement. Ce n'est plus possible. Et puis, bien évidemment, le patient est co-auteur de son projet de soins, puisque c'est vraiment ce sur quoi nous travaillons, et il va construire avec les équipes et avec le partenaire, de façon à avoir un projet qui lui tienne à cœur et qui puisse être favorable pour lui. Eh bien, merci beaucoup. On a retenu donc les 4 axes. Jérôme Bellefy, vous, alors, quel est alors vous êtes cadre de rééducation, donc quel est le parcours d'un patient qui a besoin d'une rééducation multidisciplinaire ? Alors bonsoir. Effectivement, je vais vous présenter des exemples, notamment un exemple de parcours pour un patient qui a besoin de rééducation. Et on va voir au fil des différentes diapositives quels sont les partenaires, quels sont les circuits et quels sont les relais ensuite qui peuvent être proposés à ces patients. Alors, tout d'abord, pour commencer la présentation, simplement pour rappeler que les établissements SSR de l'Orsac dans l'Ain
C'est 2 sites. Le premier, le site d'Hauteville, qui comporte une centaine de lits. Et plus récemment, depuis le mois de janvier maintenant, le site de Bourg-en-Bresse, sur le site de l'hôpital, qui comporte lui 56 lits et également 25 places d'hôpital de jour. Ces 2 établissements proposent des consultations de médecine physique et de réadaptation, autrement dit de médecins de rééducation, qui permettent également, à égayer des différents rééducateurs, de proposer des consultations de qualité aux patients. Et puis sur le site d'Hauteville, on propose également des consultations d'appareillage. Donc, ces établissements, que ce soit sur celui d'Hauteville ou sur celui de Bourg-en-Bresse, ce sont donc des établissements de SSR, donc de soins de suite et de réadaptation, qui vont donc proposer aux patients qui le nécessitent une prise en charge rééducative, multidisciplinaire, avec différents prestataires, kinésithérapeutes, etc. Alors, voilà par exemple un des parcours qui peut être proposé à nos patients. Donc, ça, c'est un exemple. Ici, c'est pour un parcours neurologique non cognitif, à savoir, comme il est noté sur la diapositive, qu'il existe 10 parcours patients modélisés au sein de ces établissements. Donc, voilà un exemple. Donc, on retrouve un petit peu comme précédemment ce schéma, ce fil conducteur de la prise en charge, qui va de la préadmission jusqu'à la sortie du patient, avec différentes étapes au cours de son hospitalisation, puisque là, pour le coup, là, les patients sont en hospitalisation complète, avec la possibilité, comme on le voit là sur l'avant-dernière partie, de prendre un relais avec l'hôpital de jour. Donc, en fonction de son étape dans son parcours, le patient va pouvoir bénéficier d'une prise en charge rééducative avec une fréquence plus ou moins élevée en fonction du moment où il se situe. Ce qui est intéressant avant de changer, de passer à la suite et de développer ce parcours, c'est de voir que sur la dernière partie, vous voyez qu'il y a une flèche qui retourne au départ et qui montre qu'à aucun moment, même quand le patient est sorti, bien entendu, à aucun moment il est lâché dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité effectivement de réintégrer un parcours. Donc on a un suivi de nos patients qui s'effectue à moyen, voire même long terme ensuite, après une hospitalisation. Donc, le début du parcours, donc on reprend les éléments de la diapositive précédente. Donc, qu'est-ce qui permet la préadmission et l'admission de notre patient au sein de nos structures ? Il faut noter trois circuits principaux. Le premier, quand un patient est par exemple hospitalisé en médecine ou en chirurgie, suite à soit une pathologie ou une intervention chirurgicale, et que les médecins décident qu'il est nécessaire pour ce patient d'avoir une hospitalisation en soins de suite et de réadaptation. Donc il y a une demande qui se fait donc via Trajectoire, donc c'est un logiciel informatique qui nous permet de réceptionner d'éventuels patients par le biais là, c'est-à-dire qu'on a une demande faite par le médecin du court séjour, faite au médecin de rééducation pour admettre le patient dans la structure. Autre possibilité, c'est le réseau des médecins de ville ou des médecins spécialisés qui peuvent eux aussi, quand ils rencontrent en consultation un patient qui le nécessiterait, qui peuvent orienter, faire un courrier et demander une admission en soins de suite et de réadaptation. Et puis on a également donc notamment l'équipe mobile territoriale de rééducation, réadaptation, réinsertion de l'Ain, qui peut aussi, puisqu'elle fait aussi des évaluations, qui peut soumettre le cas d'un patient pour une éventuelle hospitalisation. Donc, au cours de cette préadmission et cette admission, le patient va donc être reçu, va être vu en consultation éventuellement. Et c'est aussi le moment où on va pouvoir faire le point sur l'aspect social, au niveau mutuel, social, où on va pouvoir avoir déjà une première approche du patient, une première sensibilisation sur différents aspects, notamment sur le parcours, mon espace santé. C'est là où également on va pouvoir établir avec lui éventuellement qui nous donne une personne de confiance, des directives anticipées, etc. Donc c'est un moment assez important cette admission, cette préadmission, parce que ça va vraiment permettre déjà de remettre un petit peu sur le plan social et autres les choses à plat. Une fois que le patient donc est hospitalisé, est admis, on va avoir au départ une phase, ce qu'on appelle une phase précoce, c'est-à-dire c'est essentiellement une phase d'évaluation, où on va, avec les différents intervenants, donc kinésithérapeutes, ergothérapeutes, etc., on va pouvoir faire une évaluation du patient et déterminer ainsi un projet de soins qui va lui être proposé.
Cette évaluation se fait également en synthèse pluridisciplinaire, régulièrement dans le parcours du patient. Et à l'issue donc de cette période d'évaluation, le patient va se voir proposer une prise en charge. Et vous voyez sur les différentes photos là, qui sont sur cette diapositive, différents éléments que nous proposons sur nos plateaux techniques de réadaptation et de rééducation. Qui sont, alors c'est pas des photos tirées d'un magazine, ce sont des vraies photos tirées de nos plateaux, avec effectivement une balnéothérapie. Vous voyez on procède également à de la rééducation par la réalité virtuelle, enfin tout un tas d'éléments qui permettent vraiment d'optimiser la prise en charge de nos patients avec des moyens adaptés. C'est pas un centre de vacances, on est d'accord. C'est pas un centre de vacances, même si la balnéo c'est beau, parfois c'est beau. peut voilà. Une fois que la prise en charge a débuté, que le patient a donc progressé, évolué, on va commencer tout doucement, au fil des synthèses, à aborder la sortie de ce patient, avec plusieurs possibilités. La plupart du temps, on l'espère en tout cas, c'est le retour à domicile. Mais tout ceci, ça se prépare, ça ne se fait pas en 2 jours, on ne décide pas qu'après-demain, un patient va rentrer chez lui, il faut le préparer. Et ça passe parfois par ce qu'on appelle donc des visites à domicile, où des professionnels, notamment les ergothérapeutes, se rendent au domicile du patient, évaluent avec lui la faisabilité ou non du retour à domicile, avec éventuellement l'apport d'aides techniques qui permettront d'optimiser, d'aménagement qui permettront d'optimiser son retour à domicile. On va également sensibiliser le patient sur ce qu'on appelle donc des programmes d'éducation thérapeutique, les ETP, qui vont lui permettre de mieux savoir s'autonomiser et donc de mieux savoir gérer ses traitements, sa prise en charge, sa rééducation. Le but étant de le lâcher ensuite dans son milieu de vie, dans son milieu écologique, comme on dit. Et puis parfois, malheureusement, il faut savoir faire aussi un relais au niveau des structures médico-sociales. Il faut savoir parfois parler d'institutionnalisation. C'est aussi le moment où il faut parfois faire le deuil d'une vie antérieure et faire une transition sur une nouvelle vie. Et ça aussi, c'est un accompagnement qui va se faire à ce moment-là de la prise en charge. Oui, parce qu'on a bien compris, vous ne lâchez pas le patient dans la nature. Voilà, il y a cet accompagnement qui est nécessaire et qui est très important pour son retour à domicile. Voilà. Et donc la dernière étape, effectivement, une fois que le patient est sorti, eh bien on va, comme vous venez de le dire, continuer de le suivre par le biais de nos consultations de médecine physique réadaptation. L'hôpital de jour est aussi parfois un tremplin et une transition vers le retour à domicile, avec une prise en charge en rééducation qui va se poursuivre, mais qui va être un peu plus allégée au fil du temps en fonction des besoins du patient. Et puis on va passer la main éventuellement à nos partenaires, notamment nos partenaires institutionnels, comme le SAMSA, qui vont pouvoir continuer à suivre nos patients. Eh bien justement, belle transition, puisque Alexandre Clément, vous allez nous parler justement du retour à domicile après l'hospitalisation. Oui, alors là, donc bonsoir, donc Alexandre Clément. Là, on va changer un petit peu de monde, même si on vit dans le même monde. On va passer du secteur sanitaire au secteur médico-social. Pourquoi effectivement la mise en place d'un service tel qu'un service d'accompagnement médico-social? Tout simplement parce qu'à un moment donné, un certain nombre de professionnels, mais surtout de familles, de patients, on se sent un petit peu lâchés au sortir des centres de rééducation, des centres d'hospitalisation. Et ont besoin d'être accompagnés dans cette démarche pour le retour et le maintien au domicile. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Madame Lebrun, effectivement, nous, on intervient. Alors, les personnes que l'on accompagne ne sont plus des patients, ce sont des bénéficiaires. Ce sont des bénéficiaires qui rentrent chez eux et qui vont pouvoir exprimer, non pas un projet de vie, mais des projets de vie. Des projets de vie, ça va pouvoir être, par exemple, reprendre une activité professionnelle, ça va pouvoir être reprendre une autonomie au domicile. Mais ça va pouvoir être aussi tout simplement refaire de la piscine, retourner à la piscine comme il faisait avant. La particularité du public, nous qu'on accompagne, ce sont des personnes qui sont adultes cérébrolésées, donc avec certes des handicaps physiques, mais souvent des handicaps invisibles, ce qu'on appelle le handicap cognitif, avec des troubles de la mémoire, de l'attention, de la compréhension, qui nécessitent là aussi la mise en place d'évaluations adaptées, mais aussi qui nécessitent, qui dit retour à domicile, dit souvent effectivement un environnement familial qu'il va falloir accompagner, écouter, informer, soutenir, parce que récupérer une personne cérébrolésée au domicile, c'est souvent difficile. C'est compliqué pour les aidants, oui, absolument. Et puis ceux qui sont autour.
Les missions du service, alors c'est bien sûr de s'assurer que le parcours de soins qui a été préalablement travaillé s'inscrit dans la durée, autant les soins physiques que les soins psychiques. C'est aussi tout ce qui est travail d'autonomie au domicile. Alors nous, on met en place des évaluations, ce qu'on appelle des évaluations situationnelles. Pour reprendre l'exemple, effectivement, un centre de rééducation, effectivement, on va travailler l'autonomie au niveau, par exemple, de la toilette et de l'habillage. Nous, on va s'assurer qu'au domicile, cette autonomie s'inscrit dans la durée. Parce que certains ont besoin de stimulation le matin pour effectivement aller faire se laver, chose que peut-être c'est un besoin à compenser lorsqu'ils sont à leur domicile. Il y a bien entendu tout ce qui est accès aux droits, les ressources, tout ce qui est accès aux droits en termes d'orientation, mais aussi tout ce qui est accès aux droits de statut en tant que citoyen. Donc tout ça, ce sont des domaines sur lesquels aussi on accompagne les personnes. L'accès à la vie sociale, donc des activités occupationnelles, de loisirs, toutes ces choses qui font qu'on peut améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Et aussi, pour certains, c'est repenser un projet professionnel, c'est accéder ou se maintenir sur un travail, mais aussi, pour d'autres, c'est malheureusement les accompagner pour faire le deuil d'une activité professionnelle qui ne sera plus possible. Donc plusieurs choses, un système autour d'un bénéficiaire. Pour chaque système, différents partenaires, donc la prise en charge, le suivi et l'accompagnement des personnes cérébrolésées dans le cas d'un SAMSA s'inscrit dans le cadre d'un réseau de partenariats très divers et variés. Vous n'allez pas aimer ce que je vais vous montrer maintenant, mais je vous le montre quand même. Ce sont tous les sigles des structures, des services, des partenaires avec qui on peut intervenir au niveau en tout cas pour améliorer, pour accompagner la personne dans le retour au domicile. Donc l'idée par rapport à tous ces partenaires, c'est effectivement de savoir déjà quelles sont les missions des uns et des autres. Voilà, le tout c'est de répondre aux besoins de la personne. Et puis c'est surtout à un moment donné de faire évoluer les interventions en fonction de l'autonomie que récupère ou pas la personne, en fonction de ses besoins et en fonction aussi de la famille. Sur les partenaires que je vous montre là à l'instant, je voudrais juste mettre l'accent sur peut-être 3 choses. La première chose, ce sont les logements inclusifs qui sont des choses qui se développent, notamment à l'initiative du département de l'Ain, comme une solution alternative entre l'institutionnalisation et le retour à domicile qui malheureusement n'est pas possible pour certains. Donc il y a de nouveaux logements inclusifs qui sont mis en place, notamment sur Oyonnax pour des personnes cérébrolésées. On a aussi, dans le monde du médico-social, un des acteurs privilégiés, c'est la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain, avec qui, alors moi je tiens à le souligner parce que ce n'est pas forcément le cas sur des autres départements, on travaille très très bien et finalement le service rendu auprès de nos bénéficiaires est qualitatif. Et l'autre chose, alors qui va s'inscrire plutôt dans le projet, c'est pour ça dans les projets à venir, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur cette slide, c'est aussi la mise en place de plateformes, de plateformes de plateformes de services d'accompagnement à l'emploi, qui est un nouveau dispositif qui va se mettre en place, où là, pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées et de se maintenir sur le poste d'emploi, on va mettre en place un nouveau service. Pour finir, les objectifs du service. Premier objectif, c'est déjà valoriser les qualités et les compétences de la personne. On parle souvent de personnes en situation de handicap en parlant des restrictions, de leurs difficultés. Nous, on essaie plutôt de valoriser ce qu'ils sont encore capables de faire. Et ce, d'autant plus, ce sont des personnes qui sont victimes d'une lésion cérébrale acquise, un accident vasculaire cérébral, par exemple, avec une vie avant et une vie après. Et il y a des choses acquises qui sont encore présentes après l'accident vasculaire cérébral. L'autre objectif, c'est de favoriser l'autonomie en tenant compte de son environnement propre, la famille, les proches aidants, les aidants professionnels, toutes les personnes qui peuvent graviter autour des bénéficiaires. Et la dernière chose, donc, c'est coordonner et adapter les prestations des partenaires selon les besoins et les attentes de la personne. Comme disait Madame Lebrun tout à l'heure, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment que la personne soit au centre du dispositif et c'est à partir de ses besoins qu'on va élaborer des réponses et qu'on va élaborer un parcours adapté aux besoins de la personne. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous. Eh bien, écoutez, c'est très rassurant en tout cas. Merci à vous. On comprend bien mieux l'intitulé maintenant, le parcours patient-bénéficiaire. Nous vous remercions pour ces explications très claires, même si les slides étaient parfois pouvaient avoir l'air compliqués. En réalité, vous les avez très bien expliqués. Donc, merci beaucoup. Il nous reste 40 secondes, donc je ne sais pas si quelqu'un a une question. C'est maintenant ou jamais. Non. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci.
Merci.